Faites preuve de responsabilité, de retenue et accompagnez le processus. C'est en substance le message du chef de l'État à la classe politique hier dans le cadre de ses concertations pour la construction d'un Burkina nouveau. Et puis c'est le jour J, ce soir à 19h GMT, les étalons du Burkina Faso affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal en match des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de Yaoundé, les supporters du 11 national donnent déjà un avant-goût de leur animation au stade Amadou Ahidjo. Et puis au même moment à Ouagadougou, c'est la surenchère sur les prix des maillots des étalons et autres gadgets aux couleurs du drapeau national. Les prix sont passés du simple au double. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? La réponse dans un instant. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous choisir. Dans le cadre des concertations pour la construction d'un Burkina nouveau, le président du Faso a rencontré hier un peu plus tôt une délégation des hommes d'affaires du pays avant de recevoir la classe politique, toutes tendances confondues. Avec ces derniers, le chef d'État a surtout insisté sur la nécessité de faire preuve de retenue et de responsabilité durant le processus de transition. Benjamin Kwame. Le chef de l'État, le colonel Paul-Henri Damiba, continue ses rencontres avec les forces vives de la nation. À la salle polyvalente du palais de Kossiam ce mardi, il a échangé cette fois avec les partis politiques. L'ex-majorité avec le MPP, les partis du chef de file de l'opposition politique et l'opposition non affiliée. Tous étaient à l'écoute du président du MPSR dans le cadre des concertations pour la construction d'un Burkina nouveau. Le lieutenant-colonel Damiba a abordé avec Alassane Bala Sakandé, Edi Komboego, Abdoulaye Soma et Luc Adolphe Tiao les raisons qui ont conduit à ce putsch, mais également dégager les perspectives pour vite sécuriser le pays. Le chef de l'État nous a appelés et nous a brièvement indiqué l'objectif qui les a amenés à agir, les raisons qui les ont amenés à agir et les objectifs à atteindre dans de brefs délais. C'est-à-dire ramener la paix, sécuriser les Burkinabés et réamener les populations déplacées dans leur localité. Ils comptent sur la classe politique, sur l'intelligence de la classe politique pour accompagner, pour faire des propositions dans ce sens. L'ex-CFOP qui dit être prêt à aborder sa contribution pour atteindre ses objectifs, et cela dans un élan patriotique. Dans la même dynamique, l'exécutif burkinabé demande aux partis politiques plus de responsabilité dans leur militantisme pour ne pas constituer un frein dans la réforme qui est en cours. Un souhait qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Au sein de l'opposition non affiliée, ONA, nous avons pris note de la demande qui a été faite. Nous avons été convaincus et nous avons accordé au chef de l'État notre soutien par rapport au patriotisme exprimé, par rapport à la nécessaire refondation et au nécessaire renouvellement de la gouvernance politique dans notre État. Nous, en tant que parti, autre parti, c'est-à-dire que nous n'appartenons ni à la mouvance ni à l'opposition, nous avons donc dit que nous avons pris acte et que nous étions prêts à accompagner donc, le processus donc, de refondation de l'État engagé par le MPCR. Ce cadre d'échange, au dire de tous ces partis politiques, s'est déroulé dans une ambiance cordiale. Mais on souligne ici que l'ex-majorité avec le MPP n'a pas voulu s'exprimer à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État. Et vous le savez, le MPSR a pris le pouvoir le 24 janvier dernier et depuis ce temps, l'on assiste à des déclarations de soutien tout azimut de partis politiques et organisations dites de la société civile au nouveau tenant du pouvoir. Sincérité ou simple opportunisme, Kwame Hervé Dapa tente d'y répondre dans cette chronique. Suivez. Et elle a commencé la danse de la sorcellerie, une chorégraphie parfaitement maîtrisée par les initiés. Toujours les mêmes. À chaque changement de régime, ils se mettent à se trémousser dans une frénésie courtisane sans retenue.
prêts à toutes les formes de reniement et de revirement, de trahison et de compromission pour parvenir à leur fin. S'accrocher comme des sangsues aux nouveaux arrivants et les siphonner de tout sens d'intégrité morale. Tels des oiseaux de mauvais augure, ils vont d'arbre de pouvoir à un autre une fois que le précédent tombe, pour installer sur les branches du prochain leur nid de mensonges, de médisance, de médiocrité, de calomnie, de diffamation, d'hypocrisie, de traîtrise et de corruption. On les retrouve dans deux grandes familles incestueusement liées parfois pour le pire, pour des intérêts égoïstes assumés. Les politiques et les fameuses organisations de la société civile. Spécialistes des pirouettes langagières, leur vocable reste constant. Pour les politiques, vous entendrez souvent « on s'y attendait ». C'était prévisible, mais c'était inévitable. Ce pouvoir était en agonie. Oh, ce président n'écoutait personne, il ne gouvernait qu'avec ses amis, sans pourtant jamais être parti. Pathétique. Les organisations de la société civile, elles font plus fort. D'abord, par leur nombre pléthorique, parfois avec des dénominations aussi fantaisistes que banales, capables d'entrer en hibernation pendant des années et de ressusciter au bruit d'espèces sonnantes et trébuchantes pour se transformer en club de soutien instrumentalisés à souhait par des formations politiques elles-mêmes à la dérive. Avec elles, vous entendrez « Nous saluons ». Nous remercions, nous félicitons, nous soutenons, nous demandons aux nouvelles autorités de leur spécialité, les conférences de presse. Le tout avec la complicité de médias griots, prompts à mobiliser journalistes, caméras, micros, dictaphones, stylos, bloc-notes, enregistreurs, appareils photo et de donner une aura à des hommes et des femmes incapables de mobiliser 2 personnes pour des réunions familiales et qui ont pourtant la prétention de changer la vie de tout un pays. Sans doute que les demandes d'audience et les appels téléphoniques à l'endroit des nouvelles autorités, comme on les appelle, explosent. Lieutenant-colonel Damiba, au cas où vous l'ignoriez, sachez que depuis les crépitements d'armes dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, la danse de la sorcellerie avait commencé. Assurez-vous d'en connaître très bien les pas, au risque de vous marcher sur les pieds et de trébucher et entraîner dans votre chute, peut-être l'espoir de tout un peuple. Et page triste de ce journal, le Widi Naba Carfo, doyen des ministres de la cour du Moro Naba Bango, s'en est allé le 27 janvier dernier après 55 années de règne. Celui que l'on pleure aujourd'hui, faut-il le rappeler, a été député à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Santé et président du Comité national d'éthique. Et c'est la qualité intrinsèque de l'homme qui a été saluée ce mardi 1er février 2022 par ses proches, amis et parents au cours d'une cérémonie d'hommage. Maxime Ilboudou. Il a été un homme politique, de culture, de lettres, de santé. Bref, le Widi Naba Carfo a su imprimer sa marque dans tous les corps de métier où il a servi. Décédé le 27 janvier dernier à l'âge de 86 ans, sa famille biologique, ses amis et proches lui rendent un hommage. À ce parloir, des témoignages pleins d'émotions s'enchaînent rappelant le parcours de l'homme. Ses œuvres resteront sans doute une source d'inspiration pour la jeune génération. Je retiens de mon frère que ce fut un homme rigoureux, franc, qui disait toujours ce qu'il pense pour le bien de tous. C'était un puits de connaissances, toujours en quête d'autres connaissances. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil à sa bibliothèque. Par ailleurs, on ne le voyait jamais assis sans un livre à ses côtés. Troisièmement, l'ouverture d'esprit. C'était certes un traditionnaliste, mais on était très vite frappé par son ouverture d'esprit sur les autres cultures. Des responsables politiques de haut rang, des figures de proue du monde traditionnel et une poignée de célébrités ont fait le déplacement du palais du défunt ce mardi pour lui rendre un dernier hommage. Le Burkina Faso perd ainsi un intellectuel, un médecin, car il faut le rappeler, le Naba Widi Carfo a été le premier chirurgien dentiste à l'époque de la Haute Volta. Il est qualifié d'homme rigoureux, perfectionniste, gardien des traditions africaines par ses collègues.
Le monument que nous pleurons aujourd'hui aura grandement contribué à poser les fondements d'un système de santé résilient qui sait absorber les chocs de toute nature. Je voudrais ici, au nom des acteurs de notre système de santé et à mon nom propre, vous rendre un vibrant hommage pour votre contribution inestimable à l'essor de notre système de santé. Je suis venu rendre hommage à la mémoire du Widi Naba Carfo que j'ai connu et que j'ai fréquenté lors de mes différentes fonctions au Burkina Faso et ailleurs. Et j'ai pu toujours bénéficier de sa sagesse et de ses conseils. C'était un homme érudit, un homme engagé au service du Burkina Faso et surtout un homme de rigueur. Intronisé comme chef coutumier de Widi en 1967, il est le plus vieux monarque en exercice. Son enterrement a eu lieu 2 jours après son décès au domicile dans l'intimité familiale. Le Fils et le... Ouvrons à présent la page Coupe d'Afrique des Nations. Le jour tant attendu est arrivé. C'est aujourd'hui à 19h GMT que les étalons du Burkina Faso croisent les crampons avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Un derby ouest-africain qui s'annonce électrique tant les enjeux sont grands. Il s'agit d'une place en finale quand on sait qu'aucune de ces deux équipes n'a encore remporté la CAN. Eh bien hier, le capitaine Bertrand Traoré et ses camarades ont effectué leur dernier entraînement. Ils se disent prêts à bouffer du lion ce soir. Luc Pakbelgen. Les étalons du Burkina ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant la demi-finale devant les opposés aux Lions de la Teranga du Sénégal. Cette répétition de la veille de match s'est faite dans une bonne ambiance. Kamou Malo, le sélectionneur national, dispose de ses 28 joueurs au complet. Toutefois, Dango Ouattara, même présent à l'entraînement, ne sera pas de la partie ce 2 février à cause du carton rouge pris contre la Tunisie. Par contre, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, les deux capitaines, devraient signer leur retour. Les étalons, s'ils obtiennent leur ticket pour la suite, seront à leur deuxième finale de la Coupe d'Afrique des Nations après 2013. Pour cela, il faudra montrer un autre visage face au Sénégal, une équipe sénégalaise composée de nombreux internationaux, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et Edouard Mendy, pour ne citer que ceux-là, sont également attendus par les supporters sénégalais. Le 12e homme sénégalais était déjà présent à l'entraînement des hommes de Aliou Cissé et n'a cessé de donner de la voix. Allez, si c'est Manimori, Kouma Manimori, Gianni Manimori, si c'est Rek. Allez Sadio, allez Sadio, allez Rek. Quelle belle ambiance. Voilà, comme vous venez de le voir, les deux équipes sont prêtes à livrer bataille ce soir. Et s'il y a un Burkinabé que les Sénégalais surveillent de près, c'est certainement le patron de l'entrejeu, Blati Touré. Depuis le début de la compétition, c'est le seul joueur qui met tout le monde d'accord avec ses touches de balle, ses interceptions et ses passes en profondeur. Élu 3 fois homme du match lors de cette CAN, c'est le seul joueur à avoir réalisé cet exploit jusque-là. Zoom sur celui qui pourrait être l'une des pièces maîtresses des étalons ce soir. Luc Palbeke. Milieu de terrain burkinabé impressionne par sa qualité de jeu et de passe à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Pas forcément être homme de maille 3 fois d'affilée. J'ai envie de dire que c'est une grâce, c'est bien. Moi, quand je venais pour cette CAN, je voulais faire une très bonne CAN comme je l'avais fait en 2017. Et je sais aussi que le peuple burkinabé, ils avaient aussi envie de voir justement ce Blati-là. Alors l'objectif premier, c'était lui faire une très très bonne CAN et puis accompagner l'équipe, me mettre au service de l'équipe et puis voilà, que l'équipe parte loin, quoi. Ibrahim Blati Touré est l'une des sensations à cette CAN. Pourtant, ce n'est qu'en 2016 qu'il fut connu du grand public burkinabé lors de ses premières sélections en équipe nationale. Alors qu'il évoluait à Evian Tonon Gaillard,
Le garçon de 21 ans de l'époque a choisi la patrie de sa maman, le Burkina Faso, après sa première CAN en 2017 où il mit toute l'équipe égyptienne à genoux en demi-finale. Il aurait fait parler de lui à la CAN 2021. Sa montée en puissance s'est confirmée au deuxième match du Burkina Faso contre le Cap-Vert. Depuis lors, il n'a plus rien lâché. Contre le Gabon en quart de finale, il tient avec Adama Guira, le deuxième rideau burkinabé. Et comme il n'y a jamais 2 sans 3, dit-on, les Aigles de Carthage seront la victime du maestro du jeu burkinabé. Pas du tout, c'est pas facile. Hein. On a été face à des grosses équipes qui avaient aussi de très bons joueurs. Je pense qu'il y a un noyau qui est en train d'être créé au milieu des terrains. Il y a une bonne entente. On travaille chacun pour l'autre. On compense les erreurs de chacun déjà. Donc, il n'y a pas que moi. Il y a Guira qui fait un très très bon boulot actuellement. Gustavo aussi qui a fait un très bon boulot aussi. Si vous l'avez remarqué, c'est lui qui récupère le ballon au coin et qui arrive à alimenter Dango. Et puis, il y a le but de la victoire qui vient. Donc, comme je disais, c'est un boulot ensemble au milieu de terrain. Arrivé sans club à cette CAN, Blati Touré, à 27 ans, décroche un contrat avec le Pyramide FC d'Égypte avant la fin de la compétition. J'ai changé de club à avoir un nouveau contrat parce que c'était important pour moi d'avoir une bonne continuité. Et puis le programme, on va dire le projet, de Pyramide, c'est un bon projet qui m'intéresse. Et puis voilà, on va continuer à travailler et puis revenir tout le temps en sélection, en forme, quoi. Du bonus et une belle récompense pour celui qui a tout donné pour que son équipe aille loin à ce grand rendez-vous du football africain. Il va retrouver Eric Traoré, l'autre étalon dans ce club égyptien, avec une bonne proposition salariale, apprend-on. Et pour galvaniser les étalons ce soir au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, il faudra compter sur l'Union nationale des supporters des étalons, l'UNCE, dont l'une des mascottes a déjà été élue 2 fois meilleur supporter du match des étalons, se dit prêt à insuffler ce supplément d'âme aux joueurs. Luc Pakbeghem, l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun, les a suivis lors de leur répétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces supporters des étalons ne passent pas inaperçus dans la capitale camerounaise. Regardez. Depuis que l'UNSE, l'Union nationale des supporters des étalons, a pris son quartier général à l'hôtel Gay sur la RN1 à Yaoundé, la vie y est devenue quelque peu rythmée. Comme avant chaque match de l'équipe nationale burkinabé, les répétitions des supporters sont un grand moment pour les Yaoundéens. La répétition avant la demi-finale Burkina Faso-Sénégal n'a pas dérogé à la règle. Comme ce que vous venez de voir, l'ambiance, c'est l'ambiance qui a commencé comme ça. Nous, on n'entend pas demain. C'est demain qui a commencé comme ça. Ce que vous voyez, ce n'est qu'un avant-goût. Nous allons enflammer les gradins demain. En tout cas, ça a démarré jusqu'à demain. Aux côtés du président actuel de l'Union nationale des supporters des étalons, on retrouve 2 anciens, plus celui de la diaspora. L'objectif, c'est l'union sacrée autour des étalons. Bon, en tout cas, on confesse les gens de Yaoundé parce que vous savez, aujourd'hui même, c'est les répétitions. Mais vous voyez le monde là. On a au moins 200 et quelques supporters, mais aujourd'hui, même si vous regardez, il y a au moins 500. Donc ça, c'est pour vraiment mettre nous confiance que demain, là, il y aura les supporters ajoutés notre animation. Et ça, ce n'est pas une union qui s'est faite au Cameroun. C'est une union qui s'est faite déjà au pays. Nous sommes partis avec le même langage, la même volonté, la même détermination pour la victoire des étalons. Et cette victoire-là, ce n'est pas une demi-victoire, c'est une victoire totale, complète. C'est-à-dire, trophée en main, nous rentrons au pays pour faire la fierté de notre nation. Sambo Diallo d'Ibourkimbila a été élu meilleur supporter au dernier match des étalons contre la Tunisie. C'est la 3e fois d'ailleurs que la troupe d'animation de Husseini Tougouma remporte le trophée dans les gradins des stades du Cameroun. Du moment où l'équipe avance avec beaucoup de succès,
j'aimerais aussi remporter, comme on a toujours remporté, meilleurs joueurs, meilleurs supporters. Et je l'espère bien jusqu'en finale. Et Inch'Allah, on ramènera la coupe au Faso pour que tout ce qui se passe là-bas, là, ça n'a qu'à revenir en place. Agara Toussouré fait partie des animateurs. Grâce à sa trompette, elle donne de la voix à chaque match et contribue à galvaniser les étalons. Ce qui m'a mené dans la fanfare, j'aime la musique, j'aime la trompette. C'est ça qui m'a motivé à venir dans la fanfare. Effectivement, quand on voit que l'équipe a des difficultés, voilà, on entend les louanges du pays. Et les joueurs ils nous témoignent que depuis le terrain, ils nous entendent et que ça leur fait du bien. Les supporters des étalons se sont fait bien remarquer au Cameroun depuis leur arrivée. De par ses drapeaux et l'ambiance qu'il met au quartier, le 12e homme suscite la sympathie des Camerounais. Il espère que ces ondes qu'il dégage porteront les étalons du Burkina à une deuxième finale de CAN de leur histoire. La ferveur populaire autour du 11 national s'accentue à mesure que les étalons avancent dans la compétition. À Ouagadougou, maillots et autres gadgets estampillés aux couleurs nationales s'achètent comme de petits pains. Mais problème, les prix ont aussi flambé, passant souvent du simple au double. Le constat avec Abdou Aziz Sari. Ils se vendent au prix d'or les vêtements aux couleurs nationales burkinabè. Depuis la qualification des étalons en demi-finale, le prix de ces tenues sportives n'est plus accessible à tous. Ce maillot, par exemple, était vendu au prix de 7 000 francs CFA le vendredi dernier, avant le match du 11 national. Aujourd'hui, il faudra débourser la somme de 10 000 francs CFA pour l'avoir. Et malgré cette augmentation, les clients se les arrachent comme de petits pains, indique ce commerçant. On ne peut pas vous dire exactement combien de maillots nous vendons par jour. Les amoureux du foot en demandent au quotidien et il arrive parfois que nous, les revendeurs, éprouvons des difficultés pour en trouver pour nos clients. Aujourd'hui, même si un client veut 100 tuniques, ce n'est pas facile de le satisfaire. J'admire l'enthousiasme de nos supporters. Malgré le coût élevé des vêtements, les maillots se vendent comme de petits pains. À Ouagadougou, il n'y a pas que les maillots qui ont vu leur prix flamber. Même les écharpes sont hors de portée. Ah, on a augmenté sa propre. Hein. Parce que depuis le grand marché, c'est là qui a augmenté. Donc ici aussi, on doit augmenter. Bon, les écharpes là, c'est devenu 3 000. On vendait ça à 2 000. Mais pourquoi ça a augmenté? Bon, c'est manqué quoi. Comme il n'y en a plus là-haut, c'est pour ça. Ouais. Ces drapeaux étaient vendus à 2 000 francs CFA l'unité. Maintenant, ils sont à 3 500 francs chacun. Idem pour le prix des trompettes qui a augmenté de 250 francs CFA. Ça, c'est 1 000 francs. Maintenant, c'est 1 250. Mais on donne ça à 1 000 francs. Ça a augmenté, mais c'est là où on part pour prendre là. C'est là-bas qui est le problème là. Les petits drapeaux, on les vend. Avant, on les vendait ça à 200. Et maintenant, c'est devenu 300 qu'on vend. Puisque là où on part pour prendre, c'est 250. S'il y a des personnes qui sont doublement heureux à chaque victoire des étalons, c'est bien les vendeurs de maillots et gadgets. En plus de la joie pour la qualification du pays, ils jubilent aussi pour les bonnes affaires qu'ils réalisent. À cette étape de la compétition, les étalons du Burkina Faso ont déjà fait mieux qu'en 2015, la CAN en Guinée équatoriale, où ils avaient été très mauvais, il faut le dire, éliminés dès les premiers tours et terminant 15e sur 16 équipes engagées dans la compétition, ce alors que l'équipe était vice-championne d'Afrique à l'édition précédente en 2013 en Afrique du Sud. Comment expliquer cette débâcle d'alors? Retro-CAN revient sur cette mauvaise aventure avec Mohamed Kofi, l'un des acteurs majeurs de l'épopée sud-africaine. Arsène Konditamde et Madizongo. La 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est déroulée du 17 janvier au 8 février 2015 en Guinée équatoriale. Deuxième du groupe C des éliminatoires avec 11 points derrière le Gabon, les étalons sont dans la poule A de la phase finale
en compagnie du pays organisateur, du Congo et du Gabon. Les finalistes de la 29e édition en Afrique du Sud ne descendent pas de leur nuage et préparent mal l'expédition en Afrique centrale. On venait de sortir de la CAN 2013. On a été finaliste, c'est-à-dire deuxième en Afrique. On croyait tellement en nous qu'on n'a pas pris la préparation au sérieux. C'est vrai qu'on a fait des matchs amicaux, on a gagné, on s'est qualifié. Mais quand nous sommes allés pour la préparation de la CAN, il y avait trop de confiance. C'est ce qui a fait que nous ne sommes pas arrivés loin à la CAN 2015. Cet excès de confiance va vite se retourner contre eux dès le début du tournoi. Le premier match, d'abord, on a joué les 2 matchs de préparation contre la Swaziland et le Botswana. Donc, on les a battus. Je pense que ce n'étaient pas les équipes, les pays qu'on devait jouer contre elles. On devait jouer contre des pays plus solides. On devait bien préparer cette CAN. Mais ça n'a pas été bien préparé. Pour moi, ça n'a pas été bien préparé. Donc, nous sommes allés à Bata et le premier match, on devait jouer contre le Gabon. On avait l'habitude de jouer contre le Gabon. On savait que c'était vraiment un match difficile qui nous attendait. On voulait mieux rentrer lors du premier match, on voulait entrer dans cette CAN avec une victoire. Mais malheureusement, on a perdu 2-0 contre le Gabon. C'est vrai qu'on a bien joué, mais ce n'est pas ce qui est important à la fin du match. À la fin du match, on a perdu 2-0. Et c'est ce qui a suivi aussi. En deuxième match, on a joué contre l'équipe de la Guinée équatorienne. Et voilà, ça n'a pas été facile. On est sorti 0-0 et on a fait un match nul. Voilà, il fallait gagner le 3e match contre Congo, peut-être pour espérer se qualifier. Et on allait perdre contre Congo aussi 2-1. Si la compétition a été mal préparée, l'autre facteur de l'échec est la méforme de plusieurs éléments majeurs, incapables de tirer l'équipe vers le haut. On n'a pas été comme la CAN 2013 parce qu'il y a plein de joueurs qui n'étaient plus au top de leur forme. Par exemple, Jonathan Pitropa, qui était le meilleur joueur à la CAN 2013. Et nous tous, on comptait sur lui parce qu'on savait que Pete pouvait faire la différence à n'importe quel moment. Mais en 2015, Pete avait déjà quitté la France pour aller dans le Golfe, à Dubaï. Moi, j'étais par exemple aux Zamalek. Alain Traoré, qui était un buteur, il n'était pas au top de sa forme. Bakary Koné, qui jouait tous les matchs à Lyon, n'était pas au top de sa forme. Et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut à la CAN 2015. Cette déroute dans la forêt équato-guinéenne a laissé beaucoup de regrets aux principaux acteurs. J'ai les regrets parce qu'on était parti pour confirmer à cette CAN. Voilà, sorti avec le titre de vice-champion et on a été accueillis par le peuple burkinabé. On ne peut jamais oublier ça. Moi, c'est le meilleur moment de ma vie. Donc, on voulait refaire ça encore. Mais on n'a pas pu le faire. Et c'est après cette CAN même que moi, j'ai stoppé en 2016. Comme Paulo Duarte en 2012, l'entraîneur Paul Put a été prié d'aller voir ailleurs après ce fiasco. Tout autre chose à présent, et nous parlons de ce retour au bercail de l'une des grandes figures de la société civile sous la transition de 2015, Safiatou Lopez, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, avait quitté le Burkina suite à des démêlés avec la justice. Après une année passée hors du pays, elle décide de rentrer à la faveur de la chute du pouvoir Roch-Marc Christian Kaboré. Ce 1er février, quelques dizaines de ses camarades étaient à l'aéroport pour l'accueillir. Amadou Diko. Aéroport international de Ouagadougou, ce 1er février. Des centaines de personnes réunies pour célébrer le retour au bercail de Safiatou Lopez Zongo. Cette militante de la société civile regagne le Burkina Faso après une année passée sur le sol français. Après plusieurs heures d'attente, Safiatou Lopez fait son apparition, acclamée par ses partisans. Les premiers mots de la présidente du cadre de concertation nationale des OSCE portent sur la situation actuelle du pays. C'est un recul démocratique. Déjà, pendant près de 30 ans, le Burkina Faso a toujours été gouverné par les militaires. En 2015, je peux dire que le peuple burkinabé s'est affirmé. Nous avons eu des élections, qu'on peut dire des élections démocratiques, avec un président qui a été démocratiquement élu. Et mon espoir, c'était que tout le monde se mette ensemble. Malheureusement, je n'ai pas été écoutée. Pour ce qui concerne la chute du président Kaboré, Safiatou Lopez dit ne pas être surprise. Selon elle, l'ex-pouvoir a contribué à sa propre marginalisation.
Je comprends mieux que certaines personnalités qui sont en haut et qui ne voient plus ce qui se passe autour. Et donc, la plupart du temps, je dis souvent, tu es grand parce qu'il y a un petit. S'il n'y a pas de petit, tu n'es pas grand. C'est parce qu'il y a les petits que vous êtes grand. Donc, tant que vous n'allez pas écouter les petits, vous allez toujours avoir des problèmes. Poursuivi par la justice burkinabé pour diffamation et dénonciation calomnieuse, c'est une affaire qui l'opposait à un commandant de la brigade de recherche de Ouagadougou, Safiatou Lopez Zongo, avait écopé d'une condamnation. Moi, j'ai été condamné sans être là. Moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas reçu de convocation. J'étais hors du pays, les frontières étaient fermées. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu une convocation qui a été déposée devant ma porte avec un caillou. J'ai toujours la photo. Un voisin a pris m'envoyer. On a tout fait pour demander d'attendre qu'on ouvre les frontières pour que je rentre. Ils ont refusé. Ils ont jugé. Mon avocat est sorti. Il a dit qu'il ne fait plus partie de chercher un autre avocat. Donc, j'ai été jugé sans avocat, sans être entendu. Cette membre de la société civile burkinabé dit rentrer au pays afin de participer à la reconstruction du territoire national. Un acte qui fait suite à l'appel à la mobilisation de tous les Burkinabés lancé par l'actuel chef de l'État. Actualité internationale, avant de nous quitter, en Guinée-Bissau, la tentative de coup d'État contre le président Embalo Sissoko a échoué. Le chef de l'État bissau-guinéen se porte bien. Il a même réagi à cette tentative de putsch, la qualifiant d'attaque contre la démocratie. Il pense que ce coup de force mené contre son pouvoir est lié aux mesures qu'il a prises pour lutter contre la criminalité et la corruption. Ce que l'on pense être une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau a échoué. Après avoir échappé mardi à un coup de force, le président Umaro Sissoko Embalo a déclaré aux journalistes que la situation était sous contrôle, qualifiant cette tentative d'attaque ratée contre la démocratie. Lors de l'avant-première du Conseil des ministres, je n'aurais jamais pu imaginer que le président de la République, le commandant suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement soient surpris par des tirs d'artillerie lourde, de mitrailleuses et d'AK-47. La fusillade a duré 5 heures afin de secourir le commandant suprême. Mardi, des assaillants armés ont attaqué le palais du gouvernement de Guinée-Bissau pendant plusieurs heures alors que le président et le Premier ministre se trouvaient à l'intérieur. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été immédiatement identifiés, mais le président a déclaré qu'elle était liée aux décisions qu'il avait prises, notamment pour lutter contre le trafic de drogue et la corruption. Il y a des morts, mais je ne sais pas, parce que le président a été entre le feu et le fer pendant 5 heures, et je ne pouvais pas imaginer combien. Mais il y a des morts, il y en a beaucoup, c'est vrai, d'un côté et de l'autre. La Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État militaires depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1974. Le dernier putsch date de 2012. En 2014, le pays a promis de revenir à un gouvernement constitutionnel, mais il a connu peu de stabilité depuis lors et les forces armées jouissent d'une influence considérable. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.